Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette session de l'actualité. Voici les titres de ce journal. À la une de ce 20h, 12 disciples face à leur maître. Les ministres conseillers répondent présents ce jeudi à l'appel de Patrice Talon. Une première rencontre dénommée avec leur nominateur. Nous sommes dans les périodes de fêtes de fin d'année, moments de réjouissance, de grands achats, mais aussi de liquidation de toutes sortes de produits. Même ceux périmés sont offerts à la clientèle. Attention à la consommation, clairvoyance doit être de mise, nous alerte une association des consommateurs. Et puis hors de nos frontières, le sommet des huit principaux pays musulmans en développement s'est ouvert ce jeudi en Égypte. Nous aurons aussi les échos du 8e sommet des 27 à Bruxelles sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Bienvenue à toutes et à tous. Démarrons tout de suite avec cette rencontre aux allures de conseil. Un conseil des ministres conseillers tenu ce jeudi au Palais de la Marina. La première rencontre entre Patrice Talon et le Collège des 12, nommé le 11 décembre dernier. Marcel Arossi et Mathieu Sokenou nous relatent ici une journée riche en échanges. Voici le compte-rendu. Un moment clé et structurant dans l'histoire de la gouvernance du Bénin. Pour la première fois depuis leur nomination, le président Patrice Talon rencontre le collège des ministres conseillers. Un pas stratégique et symbolique qui marque le début d'une nouvelle dynamique dans la gestion des affaires publiques. À leur arrivée au palais de la Marina, les ministres conseillers ont été accueillis dans un premier temps par les services du protocole, avant de rencontrer le chef de l'État. Patrice Talon a personnellement salué chacun d'eux, marquant ainsi l'importance accordée à ce collège. La première séance tenue dans le cabinet présidentiel s'est déroulée exclusivement avec les ministres conseillers. Moment choisi pour préciser leur mission et rappeler les objectifs liés à leur nomination. La deuxième séance a élargi les échanges en intégrant pour la première fois aussi les membres du gouvernement. Cette rencontre a permis de poser les bases d'une collaboration entre les deux entités essentielles pour une action gouvernementale coordonnée et harmonieuse. Voilà qui pourrait renforcer la synergie entre les ministres conseillers et le gouvernement pour faire avancer les grandes réformes du pays. La journée s'est conclue par une troisième séance tenue dans la salle de concertation dédiée aux ministres conseillers. Aux côtés des ministres d'État et de quelques membres du gouvernement, le chef de l'État a souligné l'importance de cet espace pour la réflexion stratégique et les décisions collectives. Patrice Talon pose ainsi les bases d'une gouvernance modernisée et mieux structurée. Avec le collège des ministres conseillers et leurs futurs coordonnateurs, le gouvernement se dote d'un nouvel outil pour affiner sa stratégie et relever les défis nationaux. Et comment se porte le système de passation des marchés publics au Bénin? L'autorité de régulation veille au grain pour le garder sans irrégularité, avec comme moyen l'évaluation de la performance de la commande publique. 2 cabinets ont été commis à la tâche pour un audit de l'exercice budgétaire des années 2018 et 2019. Le point de la validation avec William Choki. Le contrôle d'exécution des marchés publics au cœur de ces échanges. Autorité contractante, cabinet d'audit, conseiller de l'autorité de régulation des marchés publics, évalue la conformité des procédures de passation des commandes publiques et leur exécution. Tous ces audits présentent un intérêt spécifique permettant de mesurer l'évolution
de la performance du système sur plusieurs années, tout au moins les 5 dernières années, qui intègre évidemment la dimension de ce qui s'est réellement passé en 2018, 2019, 2020, puisque nous sommes en train de finir 2024. Les marchés publics, c'est l'argent public qui est injecté dans les marchés publics. Donc, il est important que chaque année, nous puissions vérifier comment est-ce que les fonds ont été utilisés par les personnes chargées de s'en occuper. Je veux parler des PRMP et des CCMP. Cette évaluation couvre l'exercice budgétaire 2018-2019 et l'audit de conformité montre des failles, des insuffisances relatives, entre autres, à la documentation et à la conformité technique. Parce que les conséquences peuvent être graves pour des familles entières. Les audits de matérialité, c'est-à-dire le contrôle de la réalisation effective des dépenses publiques, montrent qu'il y a encore des défaillances, donc des chantiers abandonnés qui méritent d'être approfondis. Donc l'ARMP va s'auto-saisir. Et les manquements, nous allons poser les questions et nous allons nous référer au Code des marchés publics pour savoir qui a fait quoi en son temps et pourquoi c'est comme ça. Voilà. Des lacunes relevées et le président de l'autorité de régulation des marchés publics situe le contexte de cette évaluation en cours, la recherche de la professionnalisation du système financier et d'exécution des dépenses publiques. Lorsque vous êtes buté à quelque chose, ne vous dites pas, bon, je crois que des appréciations approximatives ne permettent pas d'être ferme sur la décision à prendre. Ces audits permettent donc d'évaluer le niveau d'évolution du système des marchés publics en vue d'adresser des recommandations pour le rendre plus performant. Pour des élections inclusives et apaisées, l'opposition est en état de veille en vue d'un apurement du fichier électoral et la relecture souhaitée du code électoral. Elle mène des diligences en assemblée générale ordinaire. Hier, les membres du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition se sont réunis pour faire le point. C'était au siège du parti Les Démocrates à Cotonou. Suivons ici un extrait de la déclaration lue par le porte-parole du cadre de concertation de l'opposition au micro de William Aguiar et Alexis Segbéman. L'Assemblée générale remercie le chef de l'État pour son engagement renouvelé à faire aboutir le processus et félicite les acteurs qui s'y sont impliqués pour les contributions pertinentes et constructives apportées au document initial. En outre, l'Assemblée générale invite tous les citoyens et citoyennes, acteurs à divers niveaux, à s'impliquer, à s'engager et à œuvrer pour l'aboutissement du processus en vue de garantir une élection de vérité fondée sur la transparence et l'équité, condition sine qua non d'une paix durable. La Fédération nationale des associations et clubs pour l'UNESCO œuvre aussi pour la paix, la non-violence et la tolérance, que ce soit en période électorale ou non, à l'initiative de la campagne nationale et internationale de paix, de non-violence et de tolérance. Elle fait du littoral la nouvelle commune aux échos de paix et de non-violence. Des graines de paix sont semées dans le cœur des jeunes élèves. Témoins de l'événement, Mathieu Sokenou et Ulvaïus Balogun. Cette campagne vise à sensibiliser les plus jeunes à l'importance de la coexistence pacifique et au rejet de la violence sous toutes ses formes. Elle s'inscrit dans une dynamique de renforcement des valeurs de tolérance tout en promouvant l'éducation à la paix, mission phare des associations et clubs UNESCO. Les principes qui sont chers à l'UNESCO, c'est ça, la paix, la non-violence, la tolérance, le respect des droits humains. Donc, elle est en mission pour la paix, pour que vous puissiez aller à l'école dans des conditions de quiétude, dans des conditions de stabilité politique.
économiques et financiers. Et il s'agit, au cours de cette campagne pour la paix, la non-violence et la tolérance, de construire des ponts de dialogue dans un contexte mondial marqué par des tensions croissantes. Les clubs UNESCO de vos établissements doivent être des creusets d'épanouissement de l'esprit et de formation d'un citoyen exemplaire qui pourra participer à pérenniser la paix dans notre pays. La paix, la tolérance et la non-violence doivent d'abord vivre dans vos cœurs. Ensuite, elles se propageront dans vos écoles, vos foyers et par extension dans toute notre communauté. C'est une graine que nous semons et nous semons cette graine dans une autre graine, puisqu'on dit que l'enfant est le père de l'homme. Donc, c'est très adroit et très pertinent d'initier cette campagne auprès de cette couche vierge, fertile et prometteuse. Avec cette campagne, la Fédération béninoise des associations et clubs UNESCO donne ainsi un signal fort. Le combat pour la paix est l'affaire de tous et chaque action, aussi minime soit-elle, peut contribuer à bâtir un avenir harmonieux. Dans quelques jours, c'est déjà l'une des premières fêtes de fin d'année, la Noël. Pour l'heure, marchés et supermarchés sortent toute l'artillerie pour permettre aux citoyens de s'approvisionner. On y retrouve toutes sortes de produits, parfois même des produits périmés et qui, une fois consommés, peuvent avoir des conséquences sur la santé. Ernest Gbagidi, le président d'une association de consommateurs au Bénin, nous apporte plus de précisions et surtout nous met en garde. Il est au micro d'Ariane Da Silva et Françoise Inso. La fin de l'année arrive, tout le monde veut se faire plaisir et le commerçant ayant compris que c'est une période aussi sensible que celle-là, c'est l'occasion de mettre sur le marché des produits attractifs qui en réalité sont parfois des produits de mauvaise qualité puisque toute l'année durant nous avons connu la mévente, on n'a pas pu écouler notre stock. Il y a certains qui sont déjà périmés et qui sont destinés à la destruction, mais comme le commerçant ne veut jamais perdre, soit on falsifie la date et on fait semblant de réduire le prix et on met sur le marché. Le produit qui est à bon marché est un produit souvent à risque. Je prends un exemple de la mayonnaise. On connaît la couleur d'une mayonnaise. Et une mayonnaise qui a été exposée déjà depuis des mois et qui a changé de couleur, ou bien au niveau de la consistance, ça semblait déjà se liquéfier. Quand l'emballage, vous n'arrivez pas à lire tout ce qu'il y a dessus, mais on vous dit non, c'est parce que c'est la pluie a tapé, non, vous pouvez, bon, je vous laisse ça à tel prix. N'allez pas vers ça. Nous n'allons pas voir que les produits alimentaires. Il y a les jouets aussi qui sont des jouets très dangereux que les gens profitent pour mettre sur le marché. Les conséquences sont énormes. Lors de la fête, les gens consomment. Ils font des intoxications alimentaires. Ces intoxications alimentaires peuvent conduire à des complications, des insuffisances rénales. Ceux qui prennent des boissons frelatées, c'est hépatotoxique, ils vont faire la cirrhose. Il y a des cancers qui peuvent se développer après. Donc, attention, la qualité a un prix qu'on dit là, je dis non, c'est la non-qualité qui a un coût. Quand vous achetez un produit à bon marché, vous consommez, ça vous rend malade, vous vous retrouvez à l'hôpital, vous allez dépenser 20 fois, 30 fois, 50 fois le prix de ce produit-là. Donc là, c'est la non-qualité qui a un prix. Donc attention, ne tendons pas vers la facilité, mais faisons le choix éclairé, un choix responsable, un choix sécurisé. Et aujourd'hui, quand même, l'État a mis un dispositif en place, l'ABSA, qui a pour mission de vérifier les produits alimentaires qui sont déversés sur le marché. Donc, nous, au niveau des associations consommateurs, nous accompagnons l'équipe de l'ABSA pour qu'ils passent dans les magasins pour vérifier la conformité de ces produits. Clairvoyance donc pour chacun de nous. C'est fini les difficultés d'évacuation des malades et des femmes enceintes du département des Collines vers les centres de référence. Les différentes zones sanitaires de la localité viennent de bénéficier de nouvelles ambulances, 12 au total. La cérémonie de remise s'est déroulée sous les yeux de Pierrette Adan-Yossi et Kadnel Kagbo.
Ce sont en tout 12 ambulances de type 4x4 toutes neuves qui sont offertes aux zones sanitaires du département des Collines à raison de 2 par localité. Les communes de Bonté, d'Assazoume, Glazoué, Ouessé, Savé et Savalou sont les bénéficiaires. Grâce à ces moyens roulants, ces formations sanitaires pourront désormais assurer dans de bonnes conditions la prise en charge des malades. Donc les ambulances qui sont mises à notre disposition aujourd'hui sont venues à point nommé pour régler les problèmes de référence, contre-référence, et nous permettre de sauver les vies, notamment les femmes enceintes, les femmes en travail d'accouchement, les accouchés, les nouveau-nés et toute autre situation d'urgence, notamment les cas de traumatisme. Lorsque nous avons des accidents, on en a connu dans la commune de Dassa ici, nous avons eu vraiment de sérieux problèmes pour assurer les évacuations. Aujourd'hui, maintenant, ce problème est réglé. 12 ambulances neuves à la fois, je crois que ça mérite d'être reconnu parce que ça vient renforcer le parc automobile et ça permettra aussi d'offrir les services d'évacuation surtout aux patients qui en ont besoin avec ce que je viens de voir et une répartition vraiment équilibrée à raison de 2 ambulances par commune, surtout au niveau des centres médicalisés. Je crois qu'on ne peut que saluer cela. L'autorité préfectorale invite tout le corps médical des Collines à utiliser judicieusement ces ambulances pour le bien-être des populations. C'est l'aboutissement d'un grand programme porté avec succès. Après 7 années d'accompagnement, la Fondation Mastercard de l'Université d'Abomey-Calavi célèbre ses boursiers de jeunes talents dont, vous allez le voir, le parcours, les idées et les produits sont exposés sous le thème Succès d'aujourd'hui, espoir de demain. Les temps forts de la célébration avec Estelle Pazou et Igor Ayoso. C'est l'histoire de 7 ans de parcours entre la Fondation Mastercard et ses boursiers. Elle se vit et se lit à travers ces images. Bienvenue à l'exposition des alumni du programme de bourse de la Fondation Mastercard de l'Université d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, c'est votre jour, chers alumni. En réalité, le programme de bourse de la Mastercard Foundation avait commencé pour offrir des bourses complètes à 200 étudiants et à 100 entrepreneurs de l'Université d'Abomey-Calavi. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que nous avons offert pour 245 étudiants des bourses complètes. Et nous avons formé plus de 1500 personnes pour aboutir à ces 100 entreprises que nous avons créées. Alumni Impact Days, comme on l'appelle ici, c'est aussi un partenaire comme le Centre de gestion du patrimoine muséal et des arts. Un appui qui a permis et même facilité l'exposition. Cette exposition est bien plus qu'un événement. Elle est une célébration de l'impact transformateur de l'éducation et de la résilience des jeunes béninois qui, grâce à leur détermination et au soutien de la Fondation Mastercard, transcendent les limites imposées par leur contexte pour bâtir un avenir meilleur. Nous avons là un exemple de synergie entre éducation, culture et engagement communautaire qui témoigne de notre volonté commune de construire un avenir meilleur pour nos sociétés. La Fondation Mastercard, c'est un programme d'aide aussi bien dans les études que pour l'entrepreneuriat dans divers domaines. Et à côté de cette exposition, des stands pour découvrir les produits et services des entrepreneurs soutenus par le programme. Toutes les interventions en témoignent à suffisance. La Fondation Mastercard ne s'est pas trompée dans sa sélection. Tous ces boursiers allient abnégation et innovation avec à la clé des résultats satisfaisants. La Fondation s'engage d'ailleurs à toujours accompagner toutes les sources de création, de richesse. Le sport peut-il permettre de réduire les violences basées sur le genre? Pour l'Institut national de la femme, la réponse est oui. Pour preuve, elle soutient l'initiative du projet Sport sans violence avec l'organisation d'un tournoi de football. La compétition a connu son épilogue avec la victoire de l'équipe féminine Saint-Rita de Cotonou. Retour ici sur un tournoi empreint de séances de sensibilisation à l'égalité genre avec Gilles Dansou et Edmond Rungba.
Le sport, facteur d'intégration et de promotion sociale. Le sport, l'affaire de tous sans discrimination. Les violences basées sur le genre sont donc à bannir de toute activité sportive. Il est de notre devoir en tant que décideurs, en tant qu'éducateurs, en tant que responsables sportifs et citoyens engagés, de briser le cycle de violence et de garantir que le sport demeure un espace de respect et d'égalité pour toutes et pour tous. Partenaires au développement responsables à divers niveaux sont ici pour dire ensemble actes aux violences basées sur le genre. Non seulement nous sommes là en solidarité, mais nous sommes là aussi pour magnifier et réitérer notre profond engagement à être à côté d'elles pour que le sport soit exercé dans les meilleures conditions pour qu'elles puissent s'épanouir et puissent atteindre leur plein potentiel. L'INF, Institut national de la femme, s'inscrit dans cette logique. Tous, ils ont eu droit à un match de football féminin qui a opposé l'équipe du CEG Les Pylones à celle du CEG Sainte-Rita. Score final, 3-0 en faveur de Sainte-Rita. Ça vous oblige à compter sur les autres et ça vous amène à reconnaître le mérite de chacun, la petite part contributive de chacun dans la réussite. À l'occasion de ce projet, nous avons pu offrir de l'encadrement aux filles et que particulièrement nous allons célébrer. Plusieurs prix ont été décernés tant au niveau de football qu'au niveau de basketball. Le Comité national olympique et sportif béninois a tenu son assemblée générale ordinaire, un événement majeur qui a rassemblé les acteurs clés du mouvement sportif pour le bilan de l'année écoulée, validation aussi des perspectives d'avenir et adoption des budgets nécessaires à leur mise en œuvre. L'Assemblée générale a été marquée par des travaux riches en échanges constructifs. Au compte rendu, Blaise Adongbo. C'est un rendez-vous d'une haute importance pour le mouvement sportif béninois. L'Assemblée générale ordinaire du Comité national olympique. À cette rencontre, Julien Minanvoa et son bureau exécutif se prêtent à l'exercice de reddition de comptes. Le bilan que vous présentez à la présente Assemblée générale ordinaire, Monsieur le Président, est la preuve que vous êtes en phase avec la nouvelle dynamique pour une gestion plus efficace du Comité national olympique et sportif béninois. À tour de rôle, chacun présente son rapport d'activité de l'année 2024. Minanvoa en tête. La santé de notre sport en général avait été indiquée. Cela nous avait permis de révéler au grand jour que sur la trentaine de sports pratiqués chez nous, d'énormes efforts restaient à faire pour commencer à espérer se retrouver dans la bonne posture où, si on y travaille comme il faut, le sport béninois pourrait incontestablement commencer à se faire parler de lui. Au terme des différentes présentations, les délégués ont validé par acclamation les rapports, preuve de la reconnaissance du bon travail que fait le président du Comité national olympique. On est fiers d'appartenir à cette famille et on espère que les choses pourront se poursuivre pour le bien du sport béninois. Et notre rêve à nous tous et ce que nous chérissons ici, c'est de ne plus seulement participer aux compétitions parce que désormais les moyens sont donnés, l'État accompagne définitivement et royalement les sports béninois. Donc notre rêve désormais est que nous soyons logés à la même enseigne que les grandes nations sportives. À l'occasion de cette assemblée générale ordinaire, les délégués ont désigné les membres de la commission électorale 2025. Cette commission est présidée par Fernande Hungwedi. Parlons à présent sport, mais cette fois-ci à l'international avec la cérémonie The Best organisée par la FIFA. Elle a eu lieu ce mardi 17 décembre à Doha, au Qatar. En l'absence de nombreux lauréats, l'instance présidée par Gianni Infantino a remis le titre de meilleur joueur de l'année à Vinicius Junior, alors que l'Espagnol Aitana Bonmati a conservé son titre de meilleure joueuse du côté des dames. D'autres catégories ont aussi été primées. Blaise Adongbo nous raconte ici la cérémonie. Vinicius Junior tient enfin sa récompense individuelle tant espérée.
Contrarié, frustré et agacé il y a près de 2 mois lorsque le Ballon d'Or France Football 2024 lui a filé sous le nez pour atterrir dans les mains de Rodri. L'international brésilien s'est vu cette fois attribuer le trophée FIFA The Best du meilleur joueur masculin de l'année 2024. L'attaquant du Real Madrid a été en effet plébiscité par les supporters, les médias, les capitaines et les sélectionneurs des équipes nationales. En dehors de Vinicius Junior, le technicien italien du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a été élu meilleur entraîneur de l'année chez les hommes. De son côté, la sélectionneur de l'équipe nationale américaine Emma Hayes est nommée The Best entraîneur de la FIFA pour le football féminin 2024. Hayes est parvenue à décrocher l'or à l'occasion des Jeux Olympiques Paris 2024, quelques semaines à peine après avoir été consacrée championne d'Angleterre avec Chelsea qu'elle dirigeait depuis 12 ans. Chez les gardiens, l'Argentin Emiliano Martinez décroche le prix The Best gardien de la FIFA. Après son sacre en 2022, le joueur d'Aston Villa remporte une nouvelle fois cette distinction. Ses performances lors de la Copa América 2024, remportées par son équipe, ont fortement pesé dans la balance. Un autre Argentin qui a fait sensation, c'est Alejandro Garnacho, qui a reçu le prix Puskás pour le meilleur but de l'année 2024, grâce à un incroyable retourné qu'il a marqué contre Everton en Premier League. Thiago Maia, pensionnaire de l'International, a reçu la distinction Fair Play de la FIFA au thème du vote effectué par un panel d'experts. Après une année 2024 marquée par son titre de championne du monde, la Barcelonaise Aitana Bonmati est une nouvelle fois élue meilleure joueuse de la planète grâce à ses performances en club et en sélection. Elle fait la passe de 2, l'attaquante espagnole. Bonmati et 6 de ses coéquipières ayant activement contribué à la superbe fin de saison 2023-2024 de Barcelone figurent dans The Best 11 féminin de la FIFA 2024. De son côté, Vinicius Junior fait partie des 5 joueurs du Real Madrid dans The Best 11 masculin de la FIFA 2024, où figurent également plusieurs vainqueurs de l'Euro 2024 de l'UEFA, dont Dani Carvajal, Rodri et Lamine Yamal. Place à présent autour de l'actualité hors de nos frontières avec des arrêts en Belgique, en Somalie, au Mozambique, mais aussi en Égypte. Le pays accueille un sommet des pays musulmans, dont l'Iran et la Turquie, suivant la compilation de Gilles Danso. L'Égypte accueille ce jeudi un sommet de pays à majorité musulmane, dont l'Iran et la Turquie, pour renforcer les liens économiques dans un contexte de désordres régionaux, notamment le conflit à Gaza et les troubles en Syrie. Le sommet des 8 principaux pays musulmans en développement connus sous le nom de D8 réunit les dirigeants de haut niveau de Turquie, d'Iran, du Nigeria, du Pakistan, du Bangladesh, d'Indonésie et de Malaisie. Une session spéciale consacrée à la situation dans la bande de Gaza et en Syrie se tiendra également pendant le sommet. Le bilan du cyclone Chido au Mozambique s'alourdit de 11 à 45 morts selon l'Institut national de gestion des risques et des catastrophes. Près de 500 personnes ont été blessées par le cyclone qui a apporté des vents d'environ 260 km par heure et de fortes précipitations d'environ 250 mm en 24 heures, a indiqué l'Institut national de gestion des risques et des catastrophes. Près de 24 000 maisons ont été détruites et 12 300 autres partiellement détruites. Chido a frappé une partie du nord du Mozambique qui est régulièrement frappée par ces cyclones et qui est déjà vulnérable en raison du conflit et du sous-développement. En Somalie, une ambitieuse interdiction des sacs plastiques décrétée cette année peine à être respectée. Inspirée de mesures similaires au Kenya et en Tanzanie voisin, cette loi interdit l'importation, la production, la vente et l'utilisation des sacs en plastique. Décrétée en février, elle n'a été mise en œuvre qu'en octobre. Et le polyéthylène est loin d'avoir disparu des rues de la capitale Mogadiscio. Au sommet des 27 à Bruxelles, le président ukrainien appelle à l'unité entre l'Europe et les États-Unis pour parvenir à la paix et sauver l'Ukraine. Le président russe
Vladimir Poutine, quant à lui, reconnaît lors de sa conférence de presse annuelle dans le centre de Moscou qu'il ne sait pas quand l'armée parviendra à repousser les forces ukrainiennes de la région russe de Kursk, dont elle contrôle une petite partie depuis une offensive surprise en août dernier. C'est tout pour ce tour de l'actualité au Bénin et au-delà des frontières. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente suite de soirées en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bonsoir chez vous.